je vais vous amener voir les animaux, c'est déjà ça. Il y a un petit cheval, tout petit, complètement aplati au sol, avec sa mère par-dessus qui le regarde, comme ça de surplomb. Et c'est très très touchant, vraiment. J'espère qu'ils sont toujours là. Ah, il s'est levé, je crois. Il est né il y a 2 jours, vous vous rendez compte? Il est né il y a 2 jours, mais il est tellement grand, on se demande comment il a pu tenir, non? Dans le ventre. Il est immense. Oh. Il y a un yak qui est né, vous voulez le voir? Mais moi je ne l'ai pas vu encore. Là par exemple, il y a un poème de Francis Bacon. J'ai fait installer dans le zoo une douzaine de textes littéraires en relation avec les animaux. Voilà. Là, il y a un poème de Francis Bacon sur le platane, parce que vous avez un magnifique platane ici. Mais il a été écrit pendant la Résistance. Alors je fais ça, j'organise des lectures, par exemple. J'organise des lectures, j'ai invité un certain nombre d'écrivains. J'ai un bureau. C'est merveilleux. Franchement, c'est extraordinaire de venir travailler. J'écris le prochain livre que je vais vous rendre en novembre, quand ma résidence sera finie. Vous voulez voir les singes? Vous avez vu la catastrophe qui arrive quand même? On va se retaper sa cause. Oui, je suis désolée, je ne peux pas ne pas en parler parce que ça me traumatise. C'est Nénette. Je ne sais, 30 ans peut-être qu'elle est là. Et elle est très âgée en fait. Je crois que le orang-outan qui a vécu le plus vieux a 50 ans. Et vous écrivez sur les animaux? Non, mais pour le moment, je poursuis le livre que j'ai commencé, qui n'a pas grand-chose à voir avec les animaux, qui est sur un tableau de la Renaissance. Mais ensuite, je ferai un texte sur cette présence au zoo. Résidence écrivain de la région de l'Écoute. Ouais. Mais en général, les gens vont dans les collèges, les bibliothèques, les librairies, les choses. Et ravis d'y être. Mais parce qu'en en fait, c'est des résidences qui marchent comme ça, il n'y a pas de lieu a priori. Chacun chacun essaie de s'associer avec un lieu qui lui convient et monte un projet en fonction de ce lieu. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Le roi des kangourous, ayant accroché son grand sabre au clou, s'assoit dans un trône en feuilles de chou. Sa femme arrivant, pleine de courroux, dans sa poche a mis ses fils et ses sous, ses gants, son mouchoir et ses roudoudous. Kangourou dernier, roi des kangourous, avait les yeux ouverts et les cheveux roux. Sa femme peignait son royal époux. Kangourou le roux, roi des kangourous. Kangourou dernier, kangourou le roux. Robert Desnos. Mais il y a des canards? Ah non. Non, oh, qu'est-ce que je peux... Oui, c'est un enclos merveilleux parce qu'il y a 3 espèces qui cohabitent. Et en fait, c'est comme si elles se voyaient pas. Vous pouvez... Allez, venez! Ça, c'est un de mes animaux préférés. Mais je vous l'ai déjà dit, non? Le petit marin, c'est-à-dire le lièvre de Patagonie. On dirait un petit cochon d'Inde, un faon, un lièvre. On ne sait pas exactement ce que c'est. Regardez la position dans laquelle ils sont quand ils sont assis. On dirait des femmes un peu lascives. Non? Les lièvres de Patagonie, c'est des marins. En fait, c'est le paradis des pigeons, le zoo. C'est la laine la plus douce du monde. Et la plus chère.
Elles sont belles, non? On dirait, je ne sais pas qui est mâle et femelle, mais on dirait toutes des femelles, les bigognes. Elles ont des têtes de femmes. Ah, mais regardez un peu cette grâce. Ah, ça y est. Un scandale. Les ifs noirs qui les abritent, les hiboux se tiennent rangés, ainsi que des dieux étrangers, dardant leur œil rouge, ils méditent. Sans remuer, ils se tiendront jusqu'à l'heure mélancolique, où poussant le soleil oblique, les ténèbres s'établiront. Leur attitude aux sages enseigne qu'il faut en ce monde qu'ils craignent le tumulte et le mouvement. L'homme ivre du nombre qui passe porte toujours le châtiment d'avoir voulu changer de place. Baudelaire, 1857. Il est magnifique. On dirait je sais pas. Il a une tête en forme de ponctuation. Vous trouvez pas? Où est le bébé yak? C'est peut-être son fils. Alors, je vais lire l'âne du Poitou. Regardez ce petit âne. L'âne, ce qui est devant lui, le mange et parfois, incompréhensiblement, il crie, vraiment désespéré. Mais chez l'âne du Poitou, qui est comme la version poilue de l'âne commun, l'irrémédiable mélancolie des yeux féminins est tempérée par le caractère touffu de la robe, sorte d'épaisseur brouillonne et archaïque qu'il a sur lui. Mal peigné, très mal peigné, il aurait l'air d'un endormi si lui non plus, lentement il est vrai, ne s'activait pas. Endormi dans les feuilles, il les mange, suspendu aux branches et mâchant tout ce qui pique ou est dur aussi bien, mais sans l'excitation un peu pénible de la chèvre, qui se tend à la limite du déséquilibre sur ses frêles pattes pour atteindre des succulentes trop hautes pour elle. Jean-Christophe Bailly, 1990. C'est beau, hein, on dirait un morceau de géologie en mouvement. En même temps, elle a l'air de souffrir. Mais... ça semble être une telle difficulté de porter son machin. Tortue. Tiens, une tortue, plus vive que l'escargot, mais lente comme un cargo, remplie de laitue. Voici la tortue. Détestée par le vautour qui lui tourne autour. Pourquoi? Elle se rit des rapaces sous sa carapace, il se venge comme il peut. Pour soumettre à la torture une tortue d'eau, il la tourne sur le dos, il la chatouille aux jointures. Pourquoi? La pauvre tortue rigole, elle se tord, ça lui fait du tort, parfois ça la tue. Ah. Pierre Alféry, 1990. Mais non, j'ai rien à dire, parce que à chaque fois que je passe devant ce truc-là, j'ai l'impression d'être dans une scène de rêve. Mais la cage est trop petite, je crois, d'après ce que j'ai entendu dire. C'est des ibis rouges. Parce que tous les animaux s'écartent de l'homme s'ils ne le fuient pas. La mangouste, non. C'est un animal qu'on ne saurait apprivoiser tant sa surréalité naturelle, sa curiosité infernale et son sans-gêne, sans limite. Elle pratique un rentre-dedans systématique, bouteille, verre, sac, narine, oreille, poche. Pas la moindre anfractuosité qui échappe à son groin visiteur. Gilles Ayot, 1990. Puis, c'est littéraire. On rêve à des idylles de Viennet, en voyant bâiller les crocodiles, là, pendant qu'au babouin, la singesse se vend, pendant que le baudet contemple le savant et que le vautour fait au hibou bon visage. Certes, c'est un emploi du temps digne d'un sage de s'en aller songer dans cette ombre, parmi les arbres pleins de nids, où tout tombe endormi et veille, où le refus consent, où l'amour lutte, et d'écouter le vent, ce doux joueur de flûte. Victor Hugo, 1877. Oh, c'était difficile
de trouver des textes bien, en rapport avec les animaux qui sont là. Donc, bien sûr, j'en ai écarté plein, des textes inintéressants. Mais par ailleurs, c'était difficile de trouver ce qui pouvait convenir. Puisque le choix, c'était des textes en relation avec les animaux à proximité. Celui-là, je l'aime beaucoup. C'est une série de haïkus sur les grenouilles. Les grenouilles, au printemps, les grenouilles chantent, en été, elles aboient. Le vent tombe, les montagnes sont dégagées. Maintenant, les grenouilles. La grenouille fait surface par la force de son non-détachement. Immobile et sereine, la grenouille fixe les montagnes. Rien à dire, moi, sur les animaux, à part les aimer. C'est un andou, une andou, c'est pas un autruche. Enfin, c'est la famille. Alors, c'est dans ce zoo que j'ai découvert qu'il y avait des flamants roses, ça, on le savait tous, mais des flamants rouges qui sont de l'autre côté. Et maintenant, je trouve qu'on voit bien à quel point ces flamants-là sont roses par rapport aux autres qui sont plus rouges. Ils ont la même couleur, c'est incroyable. Et les deux qui sont dans une parfaite symétrie. Le pan. Quand on possède un arc-en-ciel, qu'on le porte sur sa personne, on parle en marquant ses consonnes, ça fait briller mieux les voyelles. Toutes vos phrases sont éternelles, on les distribue en aumônes aux pauvres, ceux qui ont le bec jaune, les pattes noires, la plume pas belle. On passe à pas lents et certains ponctuent l'air de la tête parmi toutes les autres bêtes, mais sans trop montrer le dédain et pour les charmer tout à coup, par bonté d'âme, on fait la roue. Jacques Roubaud, 1990. Non, c'est pas grave, je vais retirer mes trucs. Il est beau, hein, ce zoo. Construit en forme de labyrinthe. Et moi, au début, je me perdais tout le temps. Bon, maintenant, ça va mieux. Mais ça m'arrive encore de me perdre. Oui. C'est là que je fais mes ateliers d'écriture. Ou dans des classes, quand c'est des enfants. Et sinon, quand c'est des adultes qui viennent là le dimanche matin. Et on fait une petite balade dans le zoo avant, et ensuite on fait un atelier d'écriture. Où ils m'apprennent à écrire. Il faut travailler. Et d'abord, ils font un petit tour dans le zoo. Je leur demande de composer un poème mental. Et ensuite, c'est des séquences d'écriture très brèves, parce qu'il n'est pas question de faire écrire un récit ou quelque chose comme ça. Donc, c'est des séquences très brèves d'écriture. Voilà. Ça creuse, j'éclairerai. C'est un peu comme un écureuil. Sauf que ça dure dans le sol. C'est ça, tu vois. Je vais réfléchir ses pattes. Il n'y a plus d'éléphants, il n'y a plus d'ours, il n'y a plus de... Parce que c'est impossible. Alors, où est-ce qu'on est là? Ah, c'est ça, le perroquet tout bleu. Mais c'est pas ça que je voulais vous emmener voir. Il fait 5 hectares et demi, ce qui n'est pas beaucoup. Hein. Mais il est tellement beau. Il est planté là-bas, tout là-bas. Et ça aussi, on dirait un animal composite. On dirait, c'est entre les... Voilà, ils dorment toujours, les petits pandas. Là. C'est des animaux très étranges que j'avais jamais vus.
ça.